Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Et je suis avec Georges Fenech. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir Pascal. Et Philippe Guibert dans ce studio. Rebonsoir donc Philippe, on vous a entendu, il est 20h33, je voudrais qu'on parle un instant de homejacking. On a entendu un témoignage très fort tout à l'heure d'une personne qui en a été victime il y a une semaine. Homejacking hyper violent, évidemment tout ça est en lien avec ce qui est arrivé à Christophe Beaugrand et à son mari du côté de Sèvres. Je crois, Georges Fenech, que vous aussi, vous avez été victime d'une attaque très violente chez vous, c'est ça ? Pas personnellement, il se trouve que j'étais sur le plateau de CNews dans l'émission de Olivier de Kéranfleck le soir et on traitait des homejacking, notamment la victime était Anne-Sophie Lapix, on parlait de cela. Mm-hmm. Et je reçois un texto sur le plateau, parce que je regarde toujours mon téléphone. Il y a quelqu'un à la maison, viens vite, quoi. Appelle la police. Je dis, bon, elle me fait une blague. Oui. Et non, c'était pas une blague. Donc j'ai réalisé que c'était pas une blague. Donc je suis sorti du plateau en direct. J'ai appelé la police, etc. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que en mon absence, donc, et je n'avais pas verrouillé la porte en partant. Il y avait ma compagne et sa fille a entendu la porte s'ouvrir. Elle s'est approchée, elle a vu une main, donc quelqu'un qui rentrait. Elle a poussé des cris à mort, des cris comme une jeune fille de 15 ans pourrait le faire, et ça a fait fuir. Ah oui, donc c'était une tentative. C'était une tentative. D'accord. Elles se sont barricadées dans la chambre avec les commodes et tout, elles étaient terrorisées. Et donc c'est là qu'elles m'ont appelé, que la police est intervenue. Voilà, et donc le traumatisme a été très violent pour Séverine, que vous connaissez, très très violent. Elle a développé le lendemain un zonage géant qui a duré longtemps. Hein. Sa fille était traumatisée. Vous savez, on est traumatisé très longtemps, voire à vie, de ce genre de choses. Hein. Cette confrontation directe entre un agresseur chez soi, vous imaginez. Mais bon, plus de peur, beaucoup de peur que de mal, puisqu'il n'y a pas eu d'agression physique véritablement, il n'y a pas eu de contact physique. Je pense à tous ceux qui, par contre, comme vous venez de le citer, et puis d'autres, comme vous vous souvenez, il y a eu M. Guillon, il y en a eu d'autres, je me souviens de Bernard Tapie. Ouais. Et donc là, le traumatisme, il est à vie, c'est un fléau. Il y a plusieurs centaines d'homejacking aujourd'hui par an, et ce sont des bandes qui s'organisent, qui se retrouvent sur des messageries WhatsApp ou Snapchat par exemple, et qui préviennent, tiens, là il y a une personnalité qui vient de quitter son domicile, qui se donne des informations pour agir. Donc c'est vraiment un sujet très préoccupant. Très préoccupant. Et surtout, ce qui est préoccupant, pardon, mais c'est la violence gratuite. Je voudrais qu'on réécoute les mots, s'il vous plaît, de Philippe Jean-Louis, dont la famille était victime. Alors là, c'était homejacking avec violence. Ouais, des coups, pas de marteau, mais de masse sur la tête de sa femme. Épouse. Vous vous rendez compte ? Alors qu'elle n'opposait pas de résistance. C'est de la violence. Elle est miraculée. Gratuite. Elle est miraculée. Écoutez. Elle ouvre la porte et elle se retrouve face à deux individus cagoulés. Elle se met directement à hurler pour éveiller nos filles. Et la réaction de ces deux barbares, c'est de frapper ma femme à demi nue, à coups de masse. Mais ça ne suffisait pas. Elle a pris une volée de coups de poing au visage, derrière la tête, sur les côtés. Elle est tombée dans son lit. Là-dessus, ils se sont engouffrés dans la chambre. Il y avait des bijoux dans la salle de bain. Ça dure entre 15 et 20 minutes et personne n'intervient. C'est terrible. Ce témoignage était absolument terrible. Surtout, c'est la violence gratuite. Ouais. Et souvent des mineurs. C'est ce que nous disait Éric Henry, qui est délégué national d'Alliance Police Nationale. C'était le cas ici. C'était des jeunes. Des jeunes qui frappent et qui sont ultra violents gratuitement. Ouais. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le profil de ces barbares. Ajoutons, Pascal, que c'était dans la nuit, la fameuse nuit de samedi à dimanche qui a suivi la victoire du PSG à 500 mètres du Parc des Princes. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Je ne suis pas de la police. Il y a eu des voitures, souvenez-vous, qui ont été brûlées dans ce secteur, absolument, des brûlées. Absolument. Voilà. Mais j'ai discuté un peu avec votre invité. Lui en tire la conclusion que ça avait l'air un peu improvisé leur affaire, si ce n'est qu'ils étaient quand même armés de ces masses, donc ils avaient mais ça n'avait pas suscité un repérage sans doute très long auparavant, et évidemment c'est un traumatisme. C'est un crime d'opportunité. C'est un crime d'opportunité et c'est un traumatisme pour lui et pour sa famille.
dont ils mettront un peu de temps à se remettre. Fort heureusement, il n'y a pas eu plus de drame que ça, mais c'est un peu un miracle pour son épouse qui a été frappée très violemment à la tête. Que faire face à ça? Il faut prendre des précautions. Lui me disait, il y a des précautions à prendre. Lui me disait, c'est le sentiment d'impuissance qui le ronge. Mais oui, bien sûr. Qu'il a le sentiment que la police peut pas faire grand-chose. Pour rien. Ouais. Ce qu'il faut, c'est évidemment se prémunir. Mais comment fait-on? Comment fait-on? D'abord, on verrouille sa porte. On ne tire pas sa porte, voyez-vous. Il faut la verrouiller de l'intérieur et correctement. Parce qu'autrement, une porte, ça s'ouvre assez facilement, on le sait. Il faut des caméras de surveillance chez soi aussi. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Oui, et il faut des alarmes chez soi, voyez-vous. Et ça, a fortiori peut-être quand on est dans une maison, non? Mais bien sûr, a fortiori quand on est dans une maison. Donc il faut prendre toutes les précautions, savoir que personne n'est à l'abri. De quelque milieu social que l'on soit d'ailleurs, mais surtout des milieux plutôt favorisés, puisqu'évidemment ils sont censés détenir peut-être des liquidités, de l'argent, et de rien avoir chez soi, des bijoux. Il vaut mieux ne rien avoir. Rien avoir chez soi. Il y a des gens qui ont des coffres avec des quand même, des codes. Rien avoir chez soi. Non, mais je sais, mais peut-être, je sais pas moi, d'avoir un coffre à la banque, tout simplement. Oui. Non mais si on a, d'accord, un coffre à la banque, je sais pas combien ça coûte, 7 €, je crois, 8 € par mois, vaut mieux avoir un coffre à la banque et ne rien avoir chez soi de trop précieux, si non? Vous dépouillez de tout, de vos bijoux, mais je suis d'accord, Georges Fenech. Ils recherchent souvent la belle voiture, la grosse cylindrée qui est dans le qui est dans le garage. Ah oui, ça aussi. Donc ils veulent la clé, vous voyez, et ils partent avec la voiture, ça aussi. Ouais, c'est vrai. Donc vous voyez, c'est un phénomène très inquiétant, quoi. Et il n'y a pas vraiment de solution. Moi, je trouve ça la solution, épouvantable. c'est encore une fois se prémunir. Il y a un travail qui est fait sur ces bandes, parce que ce sont des bandes, qui est fait de manière remarquable, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrestations par la police. Voilà. Et puis il faut évidemment être extrêmement sévère lorsqu'ils sont interpellés. Comment ils font pour écouler leurs marchandises? Pardon, excusez-moi, quand vous volez, j'en sais rien. Alors des ça, c'est vieux vieux comme la criminalité, d'écouler de la marchandise. Mais j'ajoute juste un point. Votre invité m'indiquait que la police est arrivée très rapidement. Oui, ce soir-là, il y avait 5400 policiers et gendarmes. Alors même qu'on était dans Paris, je vous rappelle. Donc ils sont arrivés très vite, parce que dans leur malheur, ils ont eu de la chance. Ils sont arrivés quelques minutes après le départ des criminels. Je me souviens, ils sont arrivés, ils étaient une dizaine. Très très rapidement, ils ont commencé à faire les relevés, les prélèvements, etc. Mais est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Pardon, vous êtes Georges Fenech, je pense que... Non. Non mais, il se dit les choses, Georges Fenech, mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Franchement, ils m'ont même dit ce soir-là qu'il y en avait 3 autres dans mon quartier, pareil. C'était une soirée de homejacking dans le quartier. Peut-être les mêmes. Oui, ils me disaient que c'était sans doute les mêmes, voilà. Mais que vous dire de plus? Est-ce que la loi est assez sévère? Est-ce que les juges ont les moyens nécessaires pour sanctionner sévèrement et très sévèrement? Regardez, pour l'affaire de l'humoriste Guillon, c'est ça? Oui. Stéphane Guillon. Non, pas Stéphane, c'est... Bruno Guillon. Oui. Il y a eu des peines qui ont été prononcées. La principale, c'était 12 ans. Et la moins forte, c'était 3 ans. Vous vous rendez compte? 3 ans, mais même 12 ans. Ce sont des affaires criminelles très graves, avec toutes les circonstances aggravantes qui doivent être jugées par des cours d'assises, voyez-vous. Et je crois que malheureusement, encore une fois, on ne prend pas la mesure de la gravité, en tout cas pour la justice, de ces affaires. Mais je me demande, évidemment qu'il faut de la sévérité, et qu'on soit bien tous d'accord, il faut beaucoup de sévérité pour des actes aussi criminels. Mais je ne suis pas sûr que les jeunes hommes, puisque ce sont souvent des jeunes hommes qui font ça, qu'ils soient mineurs ou jeunes majeurs, aient grand-chose dans la tête et soient beaucoup dissuadés par la gravité de la peine. 43% en Ile-de-France, ce sont des mineurs, vous vous rendez compte? 43% des homejacking sont effectués par des mineurs. Ce qui est encore plus terrifiant, parce que et on peut imaginer aussi qu'ils sont manipulés par des majeurs, puisque les mineurs ont des peines de prison qui aujourd'hui sont moins importantes que les majeurs. Ces mineurs qui arrivent à ce stade de grande délinquance, on peut le dire, sont passés par des stades généralement de petites et moyennes délinquances qui n'ont pas été traités. C'est ça, mais moi je suis d'accord avec vous, Georges. Il faut les arrêter tout de suite. Si on veut prévenir ce genre de choses, c'est pas quand l'acte est commis. Bien sûr qu'il faut condamner sévèrement. Parce que vous ne rendez pas service aux mineurs en lui faisant croire qu'il ne risquera jamais rien.
Puisqu'à force de le relâcher, moi j'ai été substitut, vous le savez, des mineurs, des casiers avec 20, 30 condamnations, c'était monnaie fréquente, sans jamais un jour de prison. Jusqu'au jour où se passe l'affaire gravissime, criminelle, et voilà, c'est trop tard. Donc je crois que le défi qui est devant nous, c'est celui-ci, c'est traiter cette délinquance des mineurs. J'ai entendu dire que le gouvernement, certains membres voudraient abroger la loi Belloubet, qui avait réformé le code pénal. Mais il y a la loi qu'avait proposée Gabriel Attal a été votée. Alors elle n'est pas encore entrée en application. Oui, mais ça n'est pas à la mesure de ce qu'il faut faire. Notamment, on ne rétablit pas les courtes peines d'emprisonnement. Il faut rétablir les courtes. Non, mais je crois que quand vous faites 15 jours, un mineur qui passe 15 jours dans un centre pénitentiaire pour mineurs, il comprend. À la première bêtise, au premier délit. Pas forcément à la première petite incartade. C'est ce genre. Non, pas incarcérer tout le monde. Mais dès lors qu'il y a une réitération, on voit que le jeune de 13-14 ans, il veut rien entendre, il faut l'arrêter et le stopper tout de suite. Et j'ajoute, pour vous prolonger, que la pratique de la violence, elle commence pas comme ça un beau jour à 15 ans. Ouais. Et c'est souvent le résultat de traumatismes d'enfance, de violences connues dans l'enfance et dans la jeunesse, dans l'extrême jeunesse, et que ça, on devrait beaucoup plus le repérer. Ouais.